Et c'est une plongée dans l'infiniment grand que nous vous proposons ce soir. L'espace, comme vous ne l'avez sans doute jamais vu, avec des images inédites du cosmos. Certaines sont de véritables œuvres d'art, c'est promis. Ces images, elles seront réunies dans un livre choral, tout simplement époustouflant, qui sortira l'année prochaine. Ce livre, il s'appelle Cosmos et il est publié chez C Éditions. Bonsoir à vous, Sylvain Chatti. Vous êtes astrophysicien à l'Université Paris-Cité et vous êtes le directeur scientifique de ce livre. J'ai plein de questions à vous poser. Vous allez voir, il y en a qui sont un petit peu compliquées, mais je pense que vous allez pouvoir m'y répondre. À vos côtés, Théodore Lillo, éditeur de ce beau livre qui sort donc chez C Éditions. Je commence avec vous justement, Théodore Lillo. Ce livre, c'est une formidable aventure humaine et scientifique. C'est ça qui est intéressant. Ce sera la première fois au monde que l'on aura un ouvrage de cette qualité-là concernant l'espace. C'est, on peut le dire, un projet à la croisée de l'art et de la science. Tout à fait, effectivement. C'est un livre qui est hors norme par sa taille et qui vise à rendre hommage à la rupture qui a eu lieu dans l'histoire humaine, dans l'observation spatiale. Pendant des siècles, des milliers d'années, des dizaines, des centaines même de milliers d'années, on a vu des petits points dans l'espace, les nuées étoilées. Et maintenant, au cours des 60 dernières années, on est capable de voir des images de plus en plus précises d'objets célestes de plus en plus lointains, parfois de centaines de millions d'années de lumière. Et donc, voilà, on veut rendre témoignage de cette rupture-là dans un livre exceptionnel. On va voir quelques images inédites donc, de cet ouvrage qui va venir. Théodore Lillo, justement, je voulais savoir comment vous les avez choisies, ces images, et comment on arrive à avoir des images avec une aussi grande résolution. Ça doit être un sacré travail. Alors, c'est justement le développement des instruments au cours de ces dernières décennies qui ont permis d'avoir ces images d'une telle résolution. Donc, il y en a évidemment beaucoup. Je précise que ce ne sont que des images scientifiques, il n'y a pas de vue d'artiste. On estime que ces images en tant que telles sont suffisamment belles pour témoigner de la beauté de l'univers. Et elles sont prises avec des télescopes géants, j'imagine ? Alors, on a pris toutes les sortes d'instruments. Donc, vous avez à la fois le Very Large Telescope, donc le très grand télescope qui est au Chili, Hubble, le James Webb, des sondes aussi, telles que Voyager. Et donc voilà, donc on a différentes sources. Toutes les sources, en fait, elles sont magnifiques. C'est vrai qu'on dirait vraiment des tableaux. Ça, c'est assez impressionnant. Ouais. Sylvain Chatti, vous me disiez en préparant cette émission que cet ouvrage, il est intéressant parce qu'il montre la rupture entre les travaux de Galilée, qui observait juste avec son télescope le ciel, et la technologie d'aujourd'hui. Vous avez vraiment voulu montrer le point de rupture entre ces deux époques. Oui, c'est-à-dire en 4 siècles, en fait, on est passé, comme le disait Théodore à l'instant, de vision du ciel à l'œil nu, qui était déjà, pour certains aspects, assez précise, comme le catalogage d'étoiles, par exemple, jusqu'à Galilée, qui, le premier, utilise une lunette astronomique de quelques centimètres de diamètre et qui commence à voir une multitude d'étoiles dans ce qu'au début, on voyait uniquement comme un nuage. Et aujourd'hui, en effet, on a accès à une panoplie d'instruments qui nous permet de voir des choses très précises, proches de nous, mais aussi jusqu'aux confins de l'univers, et on arrive à voir, par exemple, la naissance des premières galaxies seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et ça, c'est notamment grâce aux avancées technologiques, on le disait, et notamment le télescope James Webb. Alors celui-là, il permet de vraiment observer loin, très loin, dans les galaxies. Alors le James Webb Space Telescope, le télescope spatial qui en fait est le successeur du Hubble, il permet en effet d'observer des choses, comme je disais, très proches, c'est-à-dire une très bonne résolution sur des planètes du système solaire, par exemple, mais il peut aussi aller voir les étoiles qui sont en formation, il va voir aussi les galaxies en formation, et en effet, jusqu'aux premières galaxies, les premières graines de galaxies qui sont formées juste après le Big Bang. Donc c'est un télescope extraordinaire, c'est 6,50 m de diamètre, c'est un télescope qui observe plutôt dans l'infrarouge, c'est un bijou technologique, et donc on l'utilise actuellement pour essayer d'observer le maximum de choses possibles pendant sa vie de télescope. Théodore Lillo, lorsque vous avez réuni toutes ces photos, toutes ces images, est-ce qu'il y en a une particulièrement, on ne l'a peut-être pas dans la sélection, mais une qui vous êtes dit « Waouh, celle-là, elle est exceptionnelle »
ce qu'on a dans notre espace, c'est quand même vraiment absolument Là, formidable. je vois à l'écran différentes images. En fait, la variété est incroyable. Alors, Les couleurs aussi. Les couleurs, c'est ça qui est plus surprenant. On ne se doutait pas de ces scènes-là. Moi, on ne vient pas du tout, évidemment, de ce monde-là, mais quand on a découvert ça, on a été stupéfiés de la variété et des couleurs, effectivement, qui sont incroyables. Voilà. Théodore Lillo, est-ce que vous avez une découverte dans l'espace actuel ou à venir que vous aimeriez bien voir un jour dans ce livre-là? Est-ce qu'il y a une découverte spatiale que vous appréhendez particulièrement? En fait, je pense que justement, ce livre montre un peu toute l'aventure humaine autour dans l'espace. Donc, ça part de la Lune. On montre en fait aussi la Terre vue de l'espace. La première image de la Terre vue de l'espace, quand on commence à prendre connaissance en fait de cette rotondité de la Terre. Après, on montre des images de la Lune, on montre des images des planètes, des étoiles, de notre galaxie dans son ensemble, et voilà jusqu'aux dernières galaxies. Je pense que c'est difficile pour un astrophysicien comme moi d'isoler seulement une image. Je pense qu'elles sont toutes Celle-là, superbes. elle est magnifique, par exemple. Oui, et d'ailleurs, quand on a fait la sélection de certaines images avec Théodore, et à chaque fois, Théodore dit « Ah, mais ça, elle est superbe, ça, elle est superbe ». Et en fait, c'est vrai que moi, je trouve qu'on est toujours... on est bluffé par la beauté de ces images-là. Mais vous, en tant qu'astrophysicien, quel est le plus grand mystère que vous rêveriez de percer un jour dans l'univers? Je pense que l'un des plus grands mystères aujourd'hui, c'est la composition de l'univers, qui est composée en gros à 95% d'une matière et d'une énergie qu'on ne connaît pas, puisqu'il y a à peu près 70% d'une énergie noire, on ne sait pas du tout ce que c'est, et 25% d'une matière noire, on voit les effets, mais on ne sait pas ce que c'est non plus. Donc en gros, on pourrait dire qu'on connaît seulement 5% de notre univers. Donc voilà, il nous reste 95% à découvrir, et j'aimerais, avant de mourir, avoir la réponse à cette énigme. Bon, et puis, c'était une question qu'on s'est posée ce matin à la rédaction. Je pense qu'on vous la pose souvent. Est-ce que vous aimeriez un jour découvrir une autre planète habitée? Est-ce qu'il pourrait y avoir une vie extraterrestre, mythe ou réalité selon vous? Je suis obligé de vous la poser. Alors, c'est difficile de répondre rapidement à cette question, mais je vais quand même essayer d'être bref. Vie extraterrestre, ça dépend ce qu'on appelle. Si on appelle vie extraterrestre une vie bactérienne, je pense que je peux être à peu près confiant de dire qu'il doit y en avoir autre part dans notre galaxie. Si on parle d'une vie extraterrestre dite intelligente, entre guillemets, même si des fois c'est un peu difficile de dire ça en qualifiant l'espèce humaine, je pense que là, on est moins sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on connaît maintenant à peu près 6000 exoplanètes, dont d'ailleurs la première a été découverte par Michel Mayor, qui va préfacer ce beau livre. Et on peut imaginer, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec le James Webb, on regarde ces planètes-là et on essaie de voir la composition de l'atmosphère, voir si c'est pas habitable. Et j'espère qu'on va un jour découvrir une planète avec une atmosphère habitable, avec peut-être même des signaux qui pourraient nous faire penser qu'elle est habitée. Donc tout ce qui est ovni, qu'on entend souvent, ça a à voir dans quelques années? Non, vous hochez la tête. Alors OVNI, c'est différent. OVNI, ça veut dire on se déplace, et là c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi ce qu'on montre dans ce livre, c'est que les distances sont quand même très grandes, et c'est difficile pour une espèce vivante d'aller d'une planète à l'autre. Théodore Lillo, ce livre, ces images, elles sont garanties sans intelligence artificielle? Complètement, oui, tout à fait. C'est vraiment des images qui viennent de la NASA, de l'ESA, donc c'est des images scientifiques, hein. C'est vraiment important de le dire. Et c'est aussi important de dire une chose, surtout après avoir vu tout le journal, c'est que ces images-là, ces outils-là, c'est le fruit d'une coopération entre les nations. Oui, il y a beaucoup de scientifiques autour de ce livre. Mais voilà, mais même les outils, c'est des coopérations internationales. Les images qui sont prises, c'est des différents scientifiques de par le monde qui les prennent. Et donc, la coopération entre les nations permet de grandes avancées. Et donc, effectivement, dans ce monde fragmenté, c'est quand même quelque chose qui est bon à souligner. Et une autre chose qui est aussi bonne à souligner, c'est que l'exploration spatiale, c'est l'enjeu des prochaines décennies, des prochains siècles. Donc ce livre-là vise aussi à s'inscrire dans le temps long. C'est-à-dire que voilà, il va témoigner de la rupture qui a eu lieu au cours des 60 dernières années. Et si on arrive à survivre à cette période chaotique à tous les niveaux, et ben voilà, ça sera pour aller vers cette nouvelle frontière qu'est l'espace, la découvrir encore plus, et se déplacer à l'intérieur. Et que les pays, effectivement, gagnent de l'influence lorsqu'ils gagnent la bataille de l'espace. Ça, c'est important de le signer, Théodore Lillo. Sylvain Chaty, justement, en parlant de ça, il y a la Lune.
qui est un astre que beaucoup de pays rêvent de conquérir de nouveau. Il n'y a pas eu d'humain sur la Lune depuis 1972. Où est-ce qu'on en est de la conquête de la Lune actuellement? Eh bien, les Américains ont retardé un peu leur programme. Il y a le programme Artemis qui est toujours en route. Et donc Artemis 2 a été retardé d'1 an, mais devrait... Donc Artemis 2, c'est une mission habitée qui ne va pas à l'unir, mais qui va tourner autour de la Lune. Ça devrait être pour 2026. Et Artemis 3, normalement, a été retardé aussi, mais prévu pour 2027. Et là, il devrait y avoir un alunissage d'Américains et d'Américaines, puisqu'il n'y a encore jamais eu aucune femme sur la Lune. Et ceux qui font aussi la course, c'est les Chinois, qui eux ont beaucoup avancé technologiquement et en particulier ont même déjà ramené du matériau lunaire provenant de là où les Américains voudraient alunir, donc des roches exactement, des cailloux lunaires, et provenant en fait des fonds de cratères qui ne sont jamais illuminés par le soleil. Ah oui. Et c'est là qu'on voudrait se poser, parce que là il y a de la glace d'eau. Qui dit glace d'eau dit eau qu'on peut boire, mais aussi oxygène qu'on peut respirer. Et donc c'est là que les Américains et les Chinois veulent aller. Sylvain Chaty, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'exploration spatiale? Ce qu'on voit actuellement un petit peu partout, les missions qui vont dans l'espace avec des citoyens lambda. Alors c'est un vaste débat aussi. J'ai écrit un livre qui s'appelle La colonisation de l'espace chez les éditions du CNRS. J'avoue que je suis plus un adepte de l'exploration que de la colonisation spatiale. Et en particulier, je pense que les robots peuvent faire beaucoup mieux que les humains. Et moi, je pense que... si on veut explorer, il faut le faire de manière intelligente, en particulier en essayant de ne pas trop polluer les endroits où l'on va. Ce qu'on connaît assez peu, c'est que par exemple le premier objet qui a été déposé sur la Lune par la mission Apollo 11, c'est quand même une poubelle au cas où il devait repartir rapidement de la Lune. Donc je pense que si exploration il faut le faire de manière plus développement durable, on va dire. Et on peut la faire déjà, cette exploration spatiale, en voyant ces très belles images dans votre livre qui s'appelle donc Cosmos et qui est publié aux éditions C-Éditions. Il sortira l'année prochaine, le temps que vous rassembliez plein d'autres photos et plein d'autres clichés effectivement époustouflants. Merci beaucoup Sylvain Chaty, merci beaucoup Théodore Lillo d'être venu nous raconter cette aventure assez extraordinaire. Merci à vous. Merci.